2m8, 118 kilos. 2m3, 113 kilos. On a affaire à deux gros bébés, les gars. Issus tout droit de la draft 91, draft 92. Numéro 1 de draft, numéro 2 de draft. Un mec qui va au Heat et un autre qui va au Knicks. On parle de deux joueurs majeurs des années 90. Alonzo Mourning, Badzu et LG, Larry Johnson, Grandmama. Les gars, obligé qu'on en parle. C'est deux figures emblématiques des années 90. Moi, je vous dis direct, hein, j'ai mon coup de cœur. Hein. Alonzo Mourning, purée de patate. Qu'est-ce que j'aime ce gars. Mais vous savez surtout ce que j'aime, c'est que c'est... Moi, en fait, c'était des... je crois que c'était sur Canal+, ou je sais plus sur quel site, un truc comme ça. Alonzo Mourning, dès le début de sa carrière, il avait direct... Il est rentré en conflit avec Shaquille O'Neal. Mais c'est pas possible. Bah, vas-y, Rafi, vas-y. Parce que sinon, ça va dans tous les sens, je vais aller tout seul. Vas-y, mon gars. Et moi, vraiment, Alonzo Mourning, j'ai vraiment commencé à le connaître et à m'intéresser, on va dire, entre guillemets, à sa carrière. À cause de Shaquille O'Neal, parce qu'en fait c'était tout le temps Shaquille O'Neal qui en parlait. Il disait je l'aime pas ce mec, il croyait meilleur que moi, mais il croit qu'il est meilleur que moi alors qu'il a même pas un dixième de mon talent. Mais vraiment, moi c'est comme ça que j'ai compris, que j'ai connu Alonzo Mourning. C'est ça derrière pour gagner un titre en plus ensemble. Oh mais franchement, mais ça c'est pas beau. Si ça c'est pas de l'amour. Les Américains et le show. Tout dans le drama. Mais de toute façon, Shaquille O'Neal, t'étais pivot, t'étais dans la draft 92, il te détestait. Même si t'es 57e choix de draft, il te détestait. Il s'en bat les reins, frère. Il s'en bat les reins. Et les Américains se sont nourris de ça. Alors, il faut quand même donner le contexte des débuts d'années 90. Il y a eu la Dream Team qui a tout ravagé à Barcelone. Et ça a ouvert, en effet, les perspectives, les marchés sur, justement, le monde de la NBA et ce monde intérieur. Et notamment l'aspect de la draft. Parce que là, on a affaire à deux personnes. On a parlé d'Alonzo Mourning, mais on peut également parler de Larry Johnson, les gars. On a affaire à une bonne tête brûlée, mais une brute épaisse. Qu'est-ce que tu en penses, Vlad? Tête brûlée, mais attention, quelqu'un qui est capable de faire ramener une équipe à un titre aussi. Hein, faut le rappeler juste avant sa draft. Hein. Je t'en prie, développe. Bah, écoute, à UNLV, donc... C'est ça. L'université du Nevada à Las Vegas, donc qui gagne le titre du coup en 90, hein, qui l'amène jusqu'au titre et qui termine premier de la draft, donc avec des Hornets, qui était à l'époque qui était vraiment à la rue complète, hein, malgré qu'ils avaient qui venaient commencer, qui était complètement à la rue. Bon, après comme tout début avec des beaux petits noms tels que Mozzie Bugs et Del Curry, le papa de Steph. Le papa avec Kendall Gill aussi. Rafik, tu penses quoi? Premier point sur Larry Johnson. Bah, premier choix de draft, dans une draft où on retrouve Kenny Anderson, Dikembe Mutombo, Steve Smith, Terrell Brandon ou Chris Gatling. Yes. Et Larry Johnson, en fait, quand on le voit jouer, on se dit directement que c'est un mec à faire des highlights. Hein. On se dit que le mec, il va à chaque fois que Charlotte va jouer, il va déposer un highlight pour le top 10 dunk ou le top 10 bloc. Bon, non, c'était pas vraiment un gros contraire, mais il sera toujours dans le top 10 highlight. Ah ouais, ce mec, il a des aptitudes athlétiques exceptionnel. Il n'est pas très grand. Il joue power forward, poste 4 pour justement les novices. Et concrètement, on va le comparer rapidement à Charles Barkley. Charles Barkley qui est à peu près dans le même type de profil. 2 mètres, voire moins de 2 mètres, 1,98, mais plus de 110 kilos facile. Et là, on a Larry Johnson qui répond à l'archétype de Charles Barkley. On se dit qu'on a affaire à un joueur mais qui va dominer la NBA, parce que la manière à laquelle il a dominé le championnat universitaire est de manière écrasante, en fait. Il expliquait ça avec sa fac ou à Nevada, Las Vegas, donc ULNV. Ils étaient vus comme étant les parias, comme étant les mecs les plus rejetés de la ville. Il y avait Stacey Ogman, justement, qui va faire sa fac avec lui, et qui vont écraser Duke, je crois, en finale. Je crois le score le plus élevé, un plus 30, je crois, qu'on n'a jamais vu en finale universitaire. Alors, il est choisi numéro 1 de draft en 91 par Charlotte, comme tu l'as bien dit, Vlad. Et très rapidement, ce monsieur va être très performant au niveau des chiffres. Vlad, qu'est-ce que t'en penses?
Oui, complètement. Il annonce la couleur d'entrée dès sa saison de rookie, hein. Euh, Donnez-moi un rookie qui débute sa première saison directement à 19 points. Il n'y en a pas des masses. Ah, Il Attention, a pas des masses. 19 points à 49% au tir. Mhm. Faut le exceptionnel. préciser. Et Le mec est déjà mature. on ajoute quoi à ça? 3 passes décisives aussi. 11 rebonds. Et 11 rebonds. 11 rebonds, oui. En plus, le mec est en double-double. Voilà, il est en double-double sur sa Magnifique. saison de rookie, quoi. Et en plus, pour un ailier fort qui termine à 4 passes, qui n'est pas non plus dégueulasse. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Franchement, le mec est clairement mature, Rafik, pour jouer en NBA. Ah oui, en tout cas, au niveau physique, il est déjà NBA ready, hein. Il n'a pas attendu de rentrer en NBA pour être solide physiquement, pour avoir une grosse carrure, hein. Il avait déjà un corps costaud à la fac. Et en fait, son arrivée va permettre à Charlotte de d'être une franchise un peu plus regardée. Il va Tout à ramener un peu fait. plus de médiatisation, de notoriété, un aspect marketing à cette Ah franchise. oui, Et tout du à coup, fait. et quand on a un joueur comme ça, bah c'est très très bien pour faire décoller une franchise parce que ça peut Absolument. donner envie à un autre gros poisson de venir le rejoindre à la franchise, et c'est ce qui va se passer. Mais là, ça va être par le biais de la draft l'année suivante, où là Alonzo Mourning va être drafté en deuxième choix par les Hornets. Alors, c'est même bien que tu parles de ce côté marketing, parce qu'il faut quand même mentionner que le joueur qui a clairement émergé par rapport à cet aspect marketing, c'est Michael Jordan aux Bulls. Mais là, c'est intéressant, parce que tu parles de Charlotte. Charlotte, c'est un petit marché. La fameuse franchise de Michael Jordan aujourd'hui est un petit marché, en fait, donc ne bénéficie pas de la même attractivité que Mhm. New York, que Los Angeles, bien entendu, que Chicago et que Dallas, hein, qu'il faut quand même mentionner, et bien entendu Miami, à moindre Mhm. mesure un petit peu, on est d'accord. Mais là, on a Charlotte. On est à Charlotte, on n'est pas loin du Midwest américain. Et t'as Larry Johnson, bien coiffé, dark skin, musclé, la petite dent en or, la petite raie au milieu. Mais moi-même, écoutez les gars, je suis noir les gars. On m'a coiffé comme ce mec. On nous a tous coiffé comme ça, avec la petite dent, le petit sourire. Est-ce qu'il a signé avec Converse un super contrat Mhm. d'équipementier, donc il a gagné de super sous avec l'équipementier Converse, mais également la pub Grande Mama, Vlad, qu'est-ce que t'en penses de cette pub? Ah, cette fameuse pub, oui, de la grand-mère qui démonte tout. Non, c'est génial. Et puis voilà, c'était le client parfait pour faire ce type de campagne de pub. Parce que le gars, voilà, c'est le mastodonte, le mec, il est balèze comme pas possible. Tu dis non, tu vas pas te frotter à ce genre de personnes, mais à côté, justement, avec toute cette pub, etc. Et aussi, je pense, le côté d'être, le fait d'être dans un petit marché comme ça, et ben ça l'a rendu aussi un minimum, je sais pas, un minimum accessible, en tout cas, qui lui donnait un côté beaucoup plus sympathique. Tout à fait, absolument, absolument. Rafik, on peut de suite dire que monsieur va être rookie de l'année, hein, sans l'ombre d'un doute, de rookie de l'année 92, avec les stats qu'on a mentionnés. Et de l'autre côté, draft 92, on a affaire à un autre gros bébé qui sort, deuxième de la draft, Alonzo Mourning. Alors, lui, il est issu de Georgetown. Mhm. Est-ce qu'on peut un petit peu mentionner sa carrière universitaire, le contexte Georgetown, John Thompson, hein, regretté John Thompson? Parlez-en un peu de Badzoo. Ah bah il est pas mal hein, à Georgetown, hein. Après oui c'est vraiment il est dans la lignée de voilà c'est vraiment comment dire, c'est vraiment la réputation de cette université, c'est de sortir vraiment les big men. Voilà, on a de grosses références sur cette université, telles que Dikembe Mutombo, Pat Ewing, voilà, de gros, voilà, des vrais noms, quoi, des vrais pivots. Et ouais, donc il a commencé, il a starté hein, donc les 34 matchs des Hoyas. Sur l'année qu'il fait, avec un 13 points et 7 rebonds par match, hein, ce qui est très très correct sur une saison à la fac. Sans compter qu'aussi au niveau des contres, je crois que le mec est même le meilleur bloqueur, le meilleur contreur de l'histoire de Georgetown. Alors en fait, Pat Ewing l'avait dépassé à l'époque
des stats de Pat Ewing qui est sorti de la fameuse draft 84, où je pense que Tim Duncan devra sans doute revenir dessus, où on a affaire à Alonzo Mourning, qui était donc le meilleur compteur de l'histoire sous Georgetown. Hein, donc ça, c'est quand même pour vous dire, ça vaut classe le bonhomme. Draft 92, le mec, il sort deuxième. On l'a bien dit, Shaquille O'Neal, c'est son ennemi. Mais première saison, Shaq est obsus, ça c'est clair, hein, avec 29 ou 26 points ou 23 points, peu importe les chiffres de chaque. Mais il était au-dessus. Il était au-dessus. Mais Alonzo Mourning n'a pas à rougir. Hein. Il finit avec 21 points de moyenne pour une première saison, ce qui était exceptionnel. Il finit deuxième au rookie de l'année, au classement deuxième, bien entendu, derrière Shaq, mais aussi avec 10 rebonds de moyenne, le gars. Et au contre, il est déjà performant, Rafik. Oui, il est déjà performant et en fait, on remarque qu'il arrive à faire beaucoup de choses sur le terrain. Il peut mettre du mid-range, il prend énormément de rebonds. C'est un mec qui est capable de mettre plus de 3 comptes par match. Et avec ce duo, avec Larry Johnson, Charlotte va connaître ses premières PO de son histoire. Yes. Et il va gagner aussi sa première série de son histoire. Et grâce à qui? Au Game 4. Grâce à Alonzo Mourning qui va mettre un buzzer et battre les Celtics 3-1 avant de se faire battre assez sèchement par les Knicks 4-1 face à Pat Riley. Les Knicks, ils arrivent à gagner des séries? Non, mais c'est quoi ton problème? Arrête, toi t'es méchant, mais t'es vilain. Mais attends, mais 93, ils vont embrouiller quand même les Bulls quand même en finale de conférence Est. Il faut quand même saluer Brice par rapport à ça. Oui, mais quelle est l'issue au final? 4-3, 4-3. T'as pas à rougir de ça. Il y a Michael Jordan en face, tu veux faire quoi? Ça c'est compliqué ça. En tout cas, clairement, équipe surprise, hein, Charlotte, les Hornets de Charlotte, où tu as affaire donc à deux joueurs qui ont concrètement révolutionné la franchise, hein, avec un jeu d'intérieur magnifique, Larry Johnson et Alonzo Mourning. Alors, ils sont quand même aussi, il faut dire qu'ils sont aussi on parle aussi des fois d'un big free, ils sont accompagnés de l'arrière. Il y a Muggsy Bugs, mais aussi un arrière qui met pas mal de shoot. C'est Gills, il me semble. J'ai plus son nom en tête. Il me semble que c'est Kendall Gill. Kendall Gill, exactement. Kendall Gill. Alors, Alonzo Mourning finit à 3,5 blocs par game lors de sa première saison, les gars. 3 comptes de moyenne lors d'une année rookie. Mais c'est pour vous dire que le mec, en tout cas au niveau défensif, de toute manière, il va le prouver tout au long de sa carrière, où on a affaire à quand même un sacré bonhomme pour faire un 1 contre 1 pour lui, ou soit pour de la couverture défensive. On peut clairement compter sur Alonzo Mourning. Tu l'as dit, Rafik, cette série de playoffs 93, où ils sortent en effet les Celtics de Boston, qui sont clairement en fin de cycle. Hein. Vraiment, on sent que c'est très, très, très compliqué côté bostonien. La fin de Larry Bird fini, Kevin McHale et consorts. Mais malgré tout, Charlotte surprend son monde avec cette qualification en demi-finale de conférence. Alors moi je vous dis un petit point les gars. Larry Johnson, Alonzo Mourning, on les met en duel, n'est-ce pas? Premier point, il faut qu'on mentionne ça à nos auditeurs. Larry Johnson, au titre de rookie de l'année, il a donc son trophée. Et en fait, la NBA lui donne une veste en cuir. Très belle veste en cuir et tout. Magnifique. Il est là devant tout le staff, devant tout le vestiaire et tout des Hornets. Donc tout le monde applaudit Larry Johnson. Larry Johnson se retourne vers Alonzo Mourning, qui est donc issu de la draft 92, donc il vient d'arriver en NBA. Il le regarde et lui dit « Est-ce que tu sais tout ce qu'il faut faire pour avoir cette veste, mon gars ?» Mais tout le monde dans le vestiaire rigole. Tout le monde dans le vestiaire rigole, les gars. Sauf lui, sauf Mourning. Exact. Et ça commence un petit peu à accrocher. Vlad, t'en penses quoi? Oui, complètement. Et c'est tu vois tout le travail. Et maintenant, si tu veux gagner la même, écoute, va falloir en faire de même, hein. Et c'est là que c'est vraiment le commencement, on va dire du contentieux qui va être amené par la suite entre les deux. Mais bon, il y a tout un enchaînement d'événements qui va faire que. On va expliquer ça par la suite tranquillement. On t'en prive là, est-ce que tu peux continuer avant que ce soit rapide? Oui, mais je pense qu'on peut, parce qu'en fait le contentieux ne se fait pas très frontalement. En fait, c'est pas une embrouille frontale qu'il y a entre Larry Johnson et Alonzo Mourning. C'est plutôt un contexte et un environnement qui crée un peu plus de haine chez Alonzo Mourning envers Larry Johnson. Parce que déjà,
il y a le owner de la franchise, Charlotte, qui dit que le visage de la franchise, c'est Larry Johnson. Le leader de la franchise, c'est Larry Johnson. Larry Johnson va décrocher un très gros contrat, 84 millions sur 12 ans, et à ce moment-là, c'était le plus grand contrat de l'histoire de la NBA. Incroyable. Donc il y a ça. Marketingment parlant, Larry Johnson, il est plus bankable. C'est lui qu'on voit sur la couverture des magazines. C'est lui qui fait de la publicité. On le compare à des grands noms comme Charles Barkley, comme tu l'as mentionné au début de ce podcast. Et de l'autre côté, Alonzo Mourning, il souffre juste d'une comparaison avec Shaquille O'Neal, où tout le monde est d'accord pour dire que Shaquille O'Neal est meilleur que lui. Donc ça crée une frustration chez Alonzo Mourning par rapport à Larry Johnson, alors que il est au bout de la quatrième saison, on peut dire qu'Alonzo Mourning est meilleur sur le terrain que Larry Johnson. Ah ouais? Oui, parce que déjà Larry Johnson, il revient d'une blessure. Il revient d'une blessure au dos qu'il a fait, bien sûr, qu'on parle, qui a changé le joueur, parce que on passe d'un joueur très explosif qui met d'énormes dunks à un joueur qui ne peut plus trop faire ça et qui commence à prendre un peu plus de shoot extérieur, d'être un peu plus dans la passe, etc. Et Alonzo Mourning, lui, il n'a cessé de progresser, et pour moi, et même pour plusieurs personnes, Alonzo Mourning devient un meilleur joueur que Larry Johnson à partir de la quatrième année à Charlotte. Enfin, à partir de la quatrième année de Larry Johnson. Oui, complètement. Et oui, de toute façon, ça se voit même au niveau des stats. Bon, déjà, en effet, Alonzo Mourning sur la saison, du coup, c'est la saison 93-94, c'est ça. Au Mourning, oui, il prend complètement les clés du camion et il est sur la saison, donc pour 60 matchs, il est à 21 points et 10 rebonds de moyenne avec plus de 3 blocs. Alors que à côté, en effet, Larry Johnson, bon après, des soucis de dos, c'est sûr que ça facilite pas la chose, mais qui commence un petit peu à baisser en rendement avec du 16 points. Bon après, il a 8 rebonds et quasi 4 passes, ce qui est toujours très honorable. Mais en effet, c'est là que tu sens que voilà, la saison est complètement tronquée pour Larry Johnson et Alonzo Mourning arrive complètement à prendre le lead, sur l'équipe, sachant que le deuxième score c'est Larry Johnson, mais qui est suivi de très près par Dell Curry. Mais pour vous dire à tel point que cette blessure fait mal même à tous les Hornets, parce que les Hornets ne font pas les playoffs en 94, après cette demi-finale de conférence Est très encourageante en 93 face en effet aux Knicks de Brice. Là cette fois-ci en 94, il faut que je le dise, parce qu'il nous saoule tellement avec ces Knicks claqués là. Enfin bref. Et là, en 94, les Hornets sont absents. Et ça fait mal quand même à cette équipe qui était dans un très très bon élan. Et d'ailleurs, on parle de ça. Larry Johnson, qui, au travers de ce contrat de 84 millions de dollars signé sur 12 ans, pète les plombs. Monsieur achète la maison à sa mère, ça paraît normal. 4 voitures, Mercedes. Mais le mec... Mais il faut comprendre dans quel contexte sortent ces gars-là. Ce mec est issu d'un quartier de classe populaire dans le Texas. C'est classique, hein. Ah, mais c'est vraiment difficile pour eux. Émotionnellement, à tenir ce rythme, c'est très compliqué. Et cette blessure à Détroit au cours de cette saison 93-94, justement, un soir de Détroit, le dos est touché, c'est terminé. Ce n'est plus le même Larry Johnson. Alors, en 95, arrive justement cette fameuse année où Alonzo Mourning demande sa part. Qu'est-ce que t'en penses, Rafik? Il demande sa part parce que déjà, il y a du changement dans le CBA. Où un rookie dans sa dernière année de contrat peut demander une extension de son contrat et une hausse de son contrat. Okay. Et là, on a Alonzo Mourning qui demande beaucoup trop pour l'owner. Et il va même jusqu'à dire au coach de Charlotte: vous avez donné ce putain de fric à Larry Johnson, je veux ma part. Et du coup, il demande trop et du coup Charlotte se retrouve obligée de le trade et même par rapport à l'argent,
il a un peu une rumeur il y a de la rumeur de la relation qu'a Alonso Mourning par rapport à l'argent, parce que déjà à la fac il avait demandé un énorme contrat à Nike, il avait Ouais, refusé le premier contrat, il avait demandé un contrat encore un peu plus consistant au niveau argent, ouais, bien et sûr. il y a même Karl Malone qui avait trash talk Alonso Mourning après Incroyable. après une série qui s'achève à Utah. Il dit il faut voir de qui viennent ces propos, en parlant d'Alonso Mourning qui avait critiqué le Jazz, un Ouais. jeune qui n'a rien fait pour la NBA à part escroquer beaucoup d'argent. Et boum. Mais c'est incroyable, il s'arrête jamais. Karl Malone, après la Il critique a aussi mexicaine. des gros bras. Ah bah, Il a aussi mais quel monsieur, dédicace à Tate qui est totalement fan Un non, pardon, gamin. de Karl Malone. Attends, ce mec, c'est ça. Bouffeur, attends, il kiffe les camions. Il est dans des camions. Enfin bref, changeons pas de sujet, les gars. Restons focus sur Mr. Alonso Mourning et Larry Johnson. Alors en effet, il va être tradé au Heat été 95. Pat Riley va le prendre sur ce relais. Il profite de cette occasion magnifique pour Alonso Mourning. Et en effet, ça marque un peu la fin du clash, comme quoi les Hornets choisissent de Larry Johnson au travers de ce contrat de 84 millions sur 12 ans. Moi, pour ma part, je suis quand même prêt à dire Charlotte est quand même passé à côté de quelque chose. Ils auraient dû mieux gérer ce contentieux interne qu'il y avait entre Larry Johnson et Alonso Mourning. Et c'est là où on fait la différence entre les grandes franchises. Je vous donne un exemple très simple. On a affaire à une situation par rapport aux Lakers. Shaquille O'Neal, Kobe Bryant. Là, on a affaire à une franchise qui est une institution et qui a gagné plusieurs titres et qui a déjà géré plusieurs stars. Est-ce que les Hornets ont ce bagage émotionnel, ont ce bagage institutionnel pour être plus grand que Larry Johnson ou plus grand que Alonso Mourning? Et c'est ça qui a manqué par rapport au monde, pour ma part, c'est que mon avis. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Après, nos auditeurs ont bien entendu le droit de remettre en question mes propos, mais en tout cas, soyons clairs. Pour ma part, les Hornets sont passés à côté, mais pour moi, de la plus grande histoire en NBA. Si aujourd'hui, les Hornets, on s'en souvient uniquement parce que leur maillot, il est beau, parce que là, il y a la petite abeille qui est mignonne en bleu avec son ballon claqué par Ron Davis, tout ça. Non, les gars. Avec Larry Johnson, avec Alonso Mourning, ils auraient pu créer une dynastie qui aurait pu vraiment faire chier les Knicks, les Pacers et consorts. Bon, les Bulls, ils les auraient frappés, on le sait bien. Mais une fois les Bulls partis, qu'est-ce que t'en penses là? Parce que là, on était un peu dans un what if. En 96, il y a cette fameuse draft où Kobe est drafté par les Hornets et envoyé directement aux Lakers. Mais s'il y avait encore eu Larry Johnson et Alonso Mourning avec un Kobe, bon, peut-être ça aurait été trop explosif, mais voilà, on aurait pu avoir un trio incroyable. Oui, c'est sûr. Alors après, pour revenir très rapidement sur le fameux lockout de 95. Alors c'est là aussi où je pense que Alonso Mourning s'est senti, on va dire, puissant pour le faire, parce que qui initie ce lockout? David Falk, non? Ouais, voilà, qui est qui est l'agent de The Morning, mais aussi un certain agent d'un certain Michael Jordan, je crois. Voilà. Donc voilà, le mec, il pèse plus que quiconque. Et en effet, donc alors pour certains ça va être grâce, pour d'autres ça va être à cause de lui que ce lockout donc est initié. Et pour compléter ce que tu disais, Rafik, immédiatement, donc une fois que The Morning peut peut demander une extension directe sur la dernière année de rookie, il demande une extension immédiate de 13 millions de dollars. Ce qui était colossal à l'époque. Et bien sûr, derrière, Charlotte moi, je peux comprendre d'un point de vue financier et stratégique, je peux tout à fait comprendre que Charlotte refuse, sachant que c'était une grosse somme à l'époque. Donc derrière, ils ont directement fait une demande d'échange auprès des Lakers pour Vlade Divac. Et au final, donc c'est pour Glenn Rice qui se fait échanger et qui marque du coup le premier très gros move de Pat Riley une fois qu'il arrive au 8. Exact. Rafik, qu'est-ce que tu penses de Larry Johnson une fois le départ mentionné par Alonso Mourning? Qu'est-ce qui devient? Qu'est-ce que tu auras à développer après ça?
Ce qui me vient en premier, c'est qu'on remarque, je pense on avait déjà des doutes avant, mais on remarque très bien qu'en fait, Larry Johnson, bien qu'il soit une très belle figure marketing, qu'il soit très bankable, il ne peut pas être un vrai franchise player en termes de performance sur le terrain. Et du coup, il va demander, vu qu'il ne voit aucun avenir avec les Hornets, parce que les Hornets, après le départ de Alonzo Mourning, redevient une franchise euh, comme elle l'était avant ça. Standard, Oui, standard. oui, oui, comme elle l'était avant l'arrivée de ces deux-là. Et du coup, il demande à être tradé dans une équipe où il peut prendre un titre. Et là, il va être tradé au Knicks. Exact, exact. Il arrive au Knicks dans un environnement qui est totalement différent, où cette fois-ci, c'est un grand marché. Alors, c'est important de le signaler par rapport à Larry Johnson, par rapport à Alonzo Mourning, qui lui atterrit dans une franchise qui a tout à construire, son histoire, sa culture. Là, Larry Johnson entre dans un contexte et entre dans un environnement où c'est les Knicks. Les Knicks, en termes d'image, en termes d'aspect marketing, il n'y a peut-être pas plus grand aujourd'hui au niveau sportif mondial, tel que les Lakers ou le Real Madrid et bien entendu Ferrari en Formule 1. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en termes de valeur, en termes de vision de la part de tout ce qui se fait même à l'échelle de la société, les Knicks, c'est une image majeure de la culture sportive américaine. Et Larry Johnson va rapidement la prendre à ses dépens. Parce que le mec, à Charlotte, il avait tout pour lui. Là, il atterrit dans une franchise où, cette fois-ci, la moindre faute est sanctionnée par les médias et sanctionnée par les fans. Et Larry Johnson le dit clairement dans un interview où il dit « Oh là là, je suis scruté de toutes parts, une défaite, ça fait la une du New York Times, tu peux plus sortir, t'es critiqué, nanana, Charlotte, j'étais ceci, cela. Eh, mon coco, on n'est pas là pour rigoler. » Et moi, je pense que Larry Johnson, c'est ça, pour ma part, c'est une frustration. Alors après, il a été intelligent. Parce qu'en effet, il a voulu faire la grosse tête à Charlotte. Là, il a compris rapidement que c'était pas Tewing, le chef. Il a rapidement compris que tu avais des grosses têtes dans le vestiaire avec tel que Charles Oakley. Alors, en plus de ça, pourquoi je parle de Charles Oakley? Parce que les deux jouent sur le même poste, en fait. Charles Oakley joue sur le poste 4, Vlad. Et là, cette fois-ci, t'as Larry Johnson qui se décale au poste 3. Qu'est-ce que vous avez pensé quoi de son évolution de jeu Logique, parce que il est un joueur qui ne rentre plus autant dans la raquette. D'ailleurs, statistiquement, l'année juste après sa grosse blessure au dos, son pourcentage à 3 points grimpe à 37-38%, alors que avant sa blessure, il tournait entre 20 et 25%. Donc on Tout sent à que fait. le joueur a changé de jeu, et, Mhm. et du coup, c'est assez. Enfin, je trouve que c'est même très bien vu de décaler Larry Johnson au poste 3. Oui, complètement. Et puis bon, voilà, on sort pas non plus, on va dire complètement indemne d'une blessure au dos. Hein. C'est voilà, c'est quelque chose en soi qui va te suivre après à vie. Et en effet, il a très bien compris la chose, qu'il pourrait plus prendre autant d'impact qu'il a pu le faire sur ses premières années, on va dire assez fougueuses. Et en effet, il a compris très rapidement qu'il fallait, voilà, se s'armer d'autres attributs, notamment d'avoir un meilleur shoot à la fois dans le périmètre et aussi à longue distance. Ce qu'il a très bien fait d'ailleurs, je crois en 99. Après, je dis ça, je dis rien. Un autre sujet, encore une fois, un peu plus loin dans le podcast. En tout cas, par rapport à Larry Johnson, il rentre clairement dans le modèle de l'équipe. Il est reconnu par ses coéquipiers comme étant vraiment un super coéquipier, notamment Alan Houston, qui considère comme étant le meilleur coéquipier de sa carrière. Larry Johnson rentre maintenant avec une autre image du mec qui se met en avant, mais il se met clairement au collectif de la culture des Knicks, ce que Charlotte n'a pas fait en mettant clairement en avant l'image d'Harry Johnson. Là, il rentre dans le modèle institution Knicks, et ça prouve concrètement le changement de dimension entre deux franchises, que ce soit les Lakers ou les Knicks, avec bien entendu les Hornets de Charlotte où Michael Jordan a beaucoup de boulot, tout le monde le sait. Par rapport ensuite à Alonzo Mourning, qui cette fois-ci est la pierre angulaire et qu'il a toujours cherché de Pat Riley, ou même au niveau des chiffres, Rafik, là, ça se passe plutôt bien. Oh, bien sûr, au niveau à Miami. Oh, mais clairement, à Miami, déjà il réalise sa meilleure saison en termes de points en carrière, où il fait 23,2 points dès sa première saison avec Miami. Yes. Aussi, il bat son record au contre
à Miami. Cette fois-ci, c'est un peu plus tard où il va faire une saison à 3,9 contre Bien sûr. dans la saison et par match. Et aussi, cette même saison, il va battre son record en carrière au rebond avec 11 rebonds par match. Exact. Et à l'instar de Charlotte où il profitait des bonnes passes de Muggsy Bugs, là il est très bien servi par Tim Hardaway. Exact, qui est bien suivi par Tim Hardaway. Et bon, en tout cas, par rapport au Heat, ce qui est intéressant, c'est que là, il est clairement dans une dynamique où c'est une équipe qui commence à gagner, qui va en playoff régulièrement, notamment en 96 où il tombe au premier tour. Face encore une fois à Michael Jordan, 3-0 au premier tour. Mais bon, ça reste quand même très encourageant pour le Heat. Je sais pas pourquoi vous rigolez, les gars. Arrêtez, en fait. Mais c'est Michael Jordan. Mais c'est Michael Jordan parce que c'est un gamin, Michael Jordan. À chaque fois que quelqu'un a un espoir en player, il y a Michael Jordan qui lui met un 3-0. C'est un gamin. En tout cas, clairement, le Heat est clairement sur une pente ascendante. Et là, cette fois-ci, les gars, rentrons dans le vif du sujet avec cette rivalité, les gars, avec Larry Johnson qui s'est prouvé, notamment l'année 97 et surtout 98, mes auditeurs. Vlad, je veux t'entendre là. Déborde un peu là. Ah, Mathieu 4. Ah, ça y est, on est parti, c'est bon. C'est la bagarre. Voilà, c'est bon, là, les chiffres, on met ça un peu de côté. C'est bon, allez, on est en roue libre, on s'en fout maintenant. Ouais, donc 98, donc premier tour entre le Heat et les Knicks, donc on va direct au match 4. Hein. Série qui est en ping-pong où un coup c'est les Knicks, un coup c'est le Heat, un coup c'est les Knicks, un coup c'est le Heat. Bon, enfin bref, ça va être ça pendant plusieurs années d'affilée. Et donc les Knicks sont sur le point donc d'égaliser à 2-2 lorsque le jeu, on va dire, commence à se durcir avec des actions qui sont à la limite, on va dire, du raisonnable, en tout cas très physiques, notamment dans le secteur intérieur. Et là, on est obligé de mentionner Alonzo Mourning et Larry Johnson. Puis voilà, au bout d'un moment, quand tu commences à devenir un peu trop physique, il y a forcément l'un des deux antagonistes qui commence un petit peu à se chamailler. Et puis bon, là, ça part en coup de poing. Il y a même le coach des Knicks, Van Gundy, qui va attraper qui va attraper comme un chien avec son os. Il va attraper la jambe de Lonzo Mourning. Il a fait la serpillière. Ah ouais, serpillière de la cantine, serpillière école capricieuse. élémentaire. Ah ouais, franchement, c'était l'école élémentaire, la serpillière de la dame de la cantine qui est ridicule, le mec. Ridicule. Mais là, on a affaire à deux hommes, un qui pèse 118 kilos, l'autre plus de 113 kilos, mais personne se tape. C'est des vraies merdes, les mecs. On se tombe, je sais pas pour qui, mais certains peuvent. Mais par contre, bon, si t'en prends une, je suis pas sûr que tu puisses se relever. Exactement. Mais Alonzo Mourning est quand même, je trouve, un peu plus ridicule que Larry Johnson. Pourquoi? Ça prend pas le tringue, sérieux. Je sais pas, mais vraiment, quand tu regardes ses mouvements, etc., tu te dis, heureusement qu'il est musclé. On est d'accord, hein. Franchement, on est d'accord. Mais il est claqué en stomp. Mais en tout cas, les deux. C'est pour ça qu'on a voulu signifier ce duel, en fait, très chers auditeurs et auditrices. Là, on a affaire à Larry Johnson contre Alonzo Mourning dans une situation de duel. Et t'as vraiment l'impression que c'est tout un passif, parce que autre chose, en fait. Vas-y, Rafik, t'as l'air chaud. Là, enfin, je suis d'accord avec toi, c'était juste quand tu parlais de passif, on aurait pu mettre cette bagarre sur le compte de la rivalité New York-Miami, mais selon certaines personnes, notamment Pat Riley, cette bagarre, pour lui, n'était pas due à cette rivalité, mais à une histoire qui remonte à des années. Bien sûr, à Charlotte. Oui, faut le dire. Bien sûr. Non, bien sûr. Et ce qui est fou, c'est que même quand on sépare les mecs, t'as Alonzo Mourning qui veut encore repartir dans la stombe en plus. Donc après, bon, on le retient enfin, mais tu vois toutes les insultes et tu vois le langage corporel qu'a Alonzo Mourning par rapport à Larry Johnson. Tu sens qu'il lâche toute sa haine, tout ce qu'il a dans le cœur, tout ce qu'il a. Tu sens que c'est un mec. Ça veut tout dire. Vas-y, mais comme le mec de cité. Tu l'as battu une fois, deux fois au basket ou au foot, de manière nos auditeurs se souviendront de ça. Et quand le mec il gagne, il lâche tout, le frère. Poto, on est qu'à la cité, arrête de faire le mec.
Mais tu sens que le gars, il en peut plus. Ça me rappelle de Grandes Heures au Valona, ça. Je t'écoute, Vlad. Peut-être que tu as des choses à annoncer à nos auditeurs. Oh non, je suis pas dans la délation. Non, on n'est pas là pour ça, c'est vrai. En tout cas, par rapport à cette série 98, justement, Alonso Mourning va être suspendu. Larry Johnson, qui était déjà suspendu d'office, bien entendu. Et franchement, les gars, par rapport à ça, est-ce que vous en voyez un impact sur la suite des rencontres? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ils se sont affrontés plusieurs fois, hein. On va même créer un podcast par rapport à ça. Les Knicks face au Heat de Miami, rivalité 90. Quels sont pour vous l'impact que ça a créé cette bagarre par rapport à ces deux hommes? Bon, en tout cas, moi je pense que la bagarre, c'est ce qui a un peu scellé on va dire l'énervement qu'il y a entre ces deux joueurs. Pour moi, après ça s'est apaisé entre guillemets. Il y a pas eu d'autres épisodes. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'autres épisodes. En tout cas, parce qu'il y a deux séries de playoffs derrière. Il y a deux séries de playoffs, mais il s'est pas vraiment passé de choses entre les deux. Oui, mais par contre, c'est quelque chose qui a dicté le rythme sur les séries entre le Heat et les Knicks. Mais après, c'est vrai que bon, t'avais l'impression que voilà, il fallait crever l'abcès et c'est là, voilà, c'est sorti et après derrière, on se fait des câlins, c'est bon, tout va bien. Et en tout cas, il fallait tout relâcher. Ça a été évident. En tout cas, en 99, on pourra également dire que Larry Johnson a fait un shoot exceptionnel face à mes pauvres Pacers qui encore une fois sont passés à la trappe, hein, il faut le dire. Et franchement, ça m'énerve parce que Larry Johnson, bon, c'est vrai qu'il a progressé à 3 points. Vous l'avez dit au cours de ce podcast. Mais concrètement, au cours de ce match 6, merde, quoi. C'est pas 3 points plus la faute, hein. Non, mais plus la faute, en plus la faute. Et Larry Johnson, vous avez vu comment il s'est calmé après ce 3 points? Il commence à dire au gars, non, c'est bon, j'ai marqué, du calme. Il y a encore un lancer franc à faire et il le met. Oh purée, il le met. C'est qui en plus c'est qui en plus c'est qui attends qui le calme derrière parce que en effet il met son tir à 3 avec la faute mais d'abord il exulte hein, et après il se fait calmer mais je sais plus qui le calme derrière. C'est pas Latrell Sprewell? Bah, je me demande si c'est bien lui. Parce que Latrell, bon, de dos, les 13, je me dis c'est peut-être lui à mon avis. En tout cas, ouais, on est d'accord, parce que Latrell Sprewell n'est pas forcément non plus un élément qui amène le calme. Hein. Bon, ça, c'est un autre sujet, encore une fois, que PJ Carlesimo pourra témoigner. Et en tout cas, Larry Johnson va donc aller en finale NBA 99. Les douleurs au dos vont continuer à s'accentuer par rapport à Larry Johnson, soyons clairs, qui était un coéquipier modèle aux Knicks. Côté Morning, du côté du Heat, il y a en effet ces défaites au premier tour, répétitifs, hein, qui vont s'accentuer avec le Heat, mais également après, en fait, parce que le Heat va continuer malheureusement à ne pas être performant en playoff, notamment en 2001, avec cette défaite face à Charlotte, justement. Qu'est-ce que t'en penses, Rafik? Ouais, non, mais c'est la fin enfin Miami commence à être dans le déclin, hein, et on va dire que c'est l'année suivante où ça va être vraiment la fin de Miami, et d'ailleurs la dernière saison, enfin de cette première partie de Mourning à Miami. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette saison que Miami va récupérer Dwayne Wade derrière. Et même pire que ça, yes. Il va faire une année blanche Alonso Mourning en 2002 à cause d'une maladie. Du coup, il sera absent pendant une année et il rebondira plus tard. Il reviendra à New Jersey tout d'abord pour une saison et quelques matchs avant de rejoindre son ami, son rival, son rival et son futur ami Shaquille O'Neal. Et là, c'est oui, bah après voilà, ils se font, bah de toute façon faut qu'ils composent tous les deux ensemble. Donc de toute façon, qui est bif ou pas, ils ont pas le choix. Ils sont collègues de boulot, voilà, c'est comme si t'étais avec un collègue que t'appréciais pas, mais t'es obligé de bosser avec, t'as pas le choix. Et ça porte ses fruits parce que certes, en termes de rendement, de toute façon, bon voilà, Mourning, il arrive vraiment sur ces dernières années, hein, Miami, il est entre 34 et 37 ans. Bon, c'est vraiment ça va vraiment être un apport beaucoup plus défensif et dissuasif qu'il va apporter, et ce qu'il a très bien réussi à faire pendant notamment les playoffs de 2006. Oh, magnifique.
Magnifique. Le comeback de Alonso Mourning après, pour préciser ça, une maladie rénale, hein, donc il a subi une transplantation rénale, les reins, hein, qui étaient clairement usés. Il y a Pat Ewing et plusieurs personnes du monde de l'NBA qui se proposent à donner un rein à Alonso Mourning, qui a été très touché par cette démarche, notamment par Patrick Ewing, qui sont affrontés en effet plusieurs fois en playoff, issu de Georgetown, bien entendu, hein, la fac, l'université des big men, comme on l'a bien dit. Big men, oui. Mais sans compter son cousin. Plus de 20 ans, 25 ans d'absence. Il a appris que son cousin Alonso Mourning était malade. Cousin, t'es chaud, je te donne un rein. Franchement, moi je dis merci au ciel. Parce que c'est pas tout le monde après 20 ans d'absence, plus de 20 ans d'absence, qui va vouloir te donner un rein dans cette situation. Donc Alonso Mourning se sent ressuscité. Et son retour en carrière, les gars. Moi personnellement, j'ai été impressionné. J'ai commencé à l'époque à bien suivre la NBA, et Alonso Mourning, la dimension physique qu'il apportait pour quelqu'un qui provient d'une situation périlleuse en termes de santé est quand même impressionnante. On peut dire que c'est un comeback qui est quand même exceptionnel. Alors, est-ce qu'on peut donner un petit coup d'œil à cette équipe du Heat 2006? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il y a plusieurs détails que moi j'aimerais mentionner. Si je vous laisse la parole, allez-y, puisque moi je suis chaud là. Franchement, la seule chose que je retiens de son passage au Heat, c'est le poster que Vince Carter lui met. Oh, non mais vilain, hein. Non mais ce poster, franchement, j'ai rarement vu un poster aussi sale. Non mais t'as Carter déjà qui élimine, je crois c'est Jason Williams avec un dribble dans le dos, il prend un appel de pied, il monte en 2 temps, d'abord il prend le choc contre Mourning, il fait une extension de bras pour ensuite l'écraser derrière. Non, c'est trop. Bon, toi, on a compris que le Heat, c'est pas ton cœur. Rafi? Si, j'aime bien après, c'est vrai. Oh, il y avait une équipe intéressante. Il y avait Wade qui était sacrément fort cette saison. Il y a Shaquille O'Neal qui quand même fait une bonne saison, hein, pour même, on peut dire très bonne par rapport à son âge et par rapport à son passif au niveau blessure. Je pensais à son orteil. Il y a Jason Williams qui est bon, il y a Haslem, il y a aussi Alonso Mourning fait partie entre guillemets des joueurs en quête d'une bague NBA avec Gary Payton. Yes. Il y a aussi Antoine Walker dans l'équipe. Il y a un joueur qui me faisait rire, mais qui est vraiment un shooter à 3 points, la Jason Capono. Il était solide lui à 3 en plus. Hein. Il était archi solide. Il était très solide, surtout du côté de Toronto. Et il y avait une jolie équipe. Il a fait partie d'une très belle équipe. Il a accepté d'être le second de Shaquille O'Neal. Vraiment, pour un joueur comme Alonso Mourning dans sa carrière a été très rythmé par des rivalités, accepter d'être le second de Shaquille O'Neal qui est courageux. D'ailleurs, il est aussi le second de la draft derrière Shaquille O'Neal. Tout à fait. C'est quelque chose, surtout que Shaquille O'Neal a quand même bien trash-talké sur Alonso Mourning. Il a rappelé plusieurs fois qu'il était meilleur que Shaquille O'Neal. Il a d'ailleurs aussi dit que si vous passez 100 millions à Mourning, si vous achetez une BMW à ce prix-là, combien devrez-vous payer pour vous offrir une Bentley? J'étais une Bentley, il était une BMW. Oh, mais c'est incroyable. Mais c'est vraiment des gamins, c'est vraiment des enfants. C'est vraiment des enfants. Ah, mais Shaquille O'Neal, il aime trop ça, vraiment. De toute façon, Shaquille O'Neal, t'es pivot, t'es obligé il sera en rivalité avec toi. Non, mais totalement. En tout cas, par rapport à Alonso Mourning, moi, ce que je voulais signifier, du pourquoi je voulais revenir sur ce Miami 2006, c'est que tu sens que c'est une affaire de dernière chance, en fait. On sent que cette équipe, où il y a pas mal de vieux briscards, de vieux vétérans, a une dimension physique exceptionnelle. Alonso Mourning joue en moyenne une 20aine de minutes par match en sortant du banc, et sans compter les absences de Shaquille O'Neal, bien entendu, avec l'orteil, comme tu l'as dit, Rafik. Mais Alonso Mourning, au niveau du contre, il a eu des moyennes magnifiques. Concrètement, je crois qu'il a plus de deux contres de moyenne pour une 20aine de minutes, au cours de cette saison. Il contre plus que Shaquille, hein. Oui, bien sûr, mais de manière, il a été meilleur contreur de toute sa carrière, ça a été évident. Meilleur défenseur de la Ligue années 99 et années 2000, bien entendu. Meilleur contreur au cours de ces années 99-2000. Et au cours de ces finales 2006,
où il fait une dizaine de minutes par match en moyenne, mais il faut retenir le match 6. Ce match 6, l'image d'Alonso Mourning, quand il part, mais il part pour contrer Jason Terry. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'invite tous nos auditeurs et auditrices à regarder cette magnifique image, parce que c'est en fin de rencontre. Hein. Le Heat était mené 2-0 au cours de cette finale. Et Batzu revient sur Jason Terry et le contre, magnifique, mais surtout c'est au sol. La joie qu'il a au sol. Ouais. C'est beau. Hein. Oh, magnifique. Mais toute personne qui aime le sport doit justement apprécier ce genre de moment. Et quand vient le coup de sifflet final avec la victoire du Heat à Dallas, hein, bien entendu, qui gagne 4-2 cette série avec Dwayne Wade, MVP des finales 2006, t'as Alonso Mourning qui est le seul qui n'exulte pas et qui se souvient de tout ce qui s'était passé au cours de sa blessure rénale, au cours de ses absences, même d'un an, au cours de la saison 2002-2003. Et là, il se dit, comeback, ça existe. Non, bien sûr. En plus, Alonso Mourning, c'est quelqu'un qui est quand même réputé pour être un gros travailleur. Maxi Box a dit que c'était un gros besogneux, et du coup, tu comprends un peu le fait qu'il voulait à chaque fois des gros contrats. C'était aussi pour un peu récompenser l'énorme travail qu'il donnait à l'entraînement. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que ça a bien marché avec Pat Riley, hein, vu que c'était déjà un bosseur de base. Ça ne pouvait que marcher avec Pat Riley, qui adore les bosseurs. Absolument. Larry Johnson, t'as un petit mot de fin à dire sur Larry Johnson, Mister Vlad? Malheureusement, Larry Johnson, sa fin de carrière, malheureusement, elle est un peu compliquée, hein, obligé de prendre une retraite anticipée, c'est en 2001, si je me rappelle bien. Toujours comme je disais tout à l'heure, les problèmes de dos, il tenait plus du tout. Mais pour très rapidement revenir sur Alonso Mourning, par contre c'est vrai que la chose qui était hyper appréciable, notamment sur la campagne de playoff 2006, c'est que le mec, en plus c'est là que tu te dis le mec correspond complètement au mindset du Heat, c'est que sur tous les playoffs, le mec c'est un kamikaze. C'est juste ça, un kamikaze, et tu vois l'énergie en plus qu'il a justement sur tous les contres qu'il fait, c'est franchement impressionnant. Oh, magnifique. Rafik, dernier mot? Dernier mot pour dire que au final, Alonso Mourning a quand même été un joueur plus dominant sur le terrain que Larry Johnson, je trouve. D'ailleurs, quand on regarde un peu ses accomplissements en termes de titres individuels en NBA, il est quand même beaucoup plus riche que Larry Johnson. Et aussi, bon, le souci avec Alonso Mourning, j'ai l'impression aussi qu'il a jamais réussi à, on va dire, à sortir des rivalités qui ont été un peu toxiques pour lui. Je pense qu'il aurait pu être encore un meilleur joueur avec peut-être des meilleures moyennes un peu plus hautes, genre peut-être une saison à 28-29 points de moyenne avec 14-15 rebonds. Je pense qu'il en avait le potentiel. Tout à fait. Et voilà, c'est le mot de la fin. Pour moi, Larry Johnson, un seul mot important, c'est vrai, il y a eu la blessure, c'est vrai, il y a eu les conflits, c'est vrai, il est retourné dans le mode NNX, mais un autre point important, l'hygiène de vie. Pour moi, sans doute joué par rapport à Larry Johnson et le potentiel qu'il avait, parce que quand tu signes avec Converse et que tu fais une pub de grande renommée qui marque même l'image de l'NBA, pas que sur les États-Unis, mais sur le monde entier, tu te dis que la fin, on peut avoir des regrets.